Bonsoir tout le monde. Que vous soyez présents en ligne ou dans la salle ce soir, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de remise de prix d'excellence en intégration de la recherche dans les pratiques enseignantes. Vous êtes nombreux à avoir répondu oui à l'appel ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Ça démontre en fait votre intérêt envers l'innovation pédagogique. Donc, c'est vraiment très chouette de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'être là. Alors, mon nom est Mélissa Veilleux, je suis directrice du bureau des diplômés ici à l'UQAM et j'ai vraiment le plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer, l'engagement exceptionnel des personnes diplômées qu'on souligne ce soir. Donc, avant toute chose, je souhaite vous offrir mes félicitations pour ce prix. On lève déjà notre verre. C'est parfait, on est rendu là, au verre d'eau, hein? Ce sera plus tard dans la soirée. Donc, félicitations, puis merci. Merci d'enrichir le parcours des jeunes comme ça. J'ai eu l'occasion de regarder les vidéos avant la soirée de ce soir, et puis, j'ai eu le constat de voir que vous redéfinissez vraiment l'apprentissage avec passion aussi, puis avec ingéniosité. Ça transparaît beaucoup dans les vidéos, donc, félicitations pour ça. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous avaient déjà eu l'occasion de voir les vidéos, mais vous avez peut-être constaté, en fait, que nos lauréats-lauréates provenaient de différents horizons, de différents domaines d'enseignement. Donc, ce prix ce soir est en fait une collaboration de 3 facultés. Donc, la Faculté des arts, la Faculté des sciences et la Faculté des sciences de l'éducation. Donc, je veux remercier toutes les équipes de ces facultés d'avoir organisé cette belle soirée. Donc, merci et félicitations pour l'organisation. Et tant qu'à être dans les remerciements également, donc je souhaite souligner la contribution en fait de notre partenaire au bureau des diplômés, donc TD Assurance, qui contribue aussi à cet événement ce soir. Alors, revenons à notre soirée. Donc, d'abord, on m'a demandé d'offrir le mot de bienvenue. Et en élément de préparation à ce mot de bienvenue-là, on m'a posé la question sur pourquoi c'est important pour le bureau des diplômés de participer à ce genre d'événement-là. Et bien, la réponse est assez simple, en fait. C'est qu'en fait, l'UQAM, ça ne s'arrête pas après un diplôme. Donc, le bureau des diplômés, on est vraiment pour la suite des parcours. Donc, peut-être que vous le savez ou pas. Donc, l'UQAM compte une communauté de plus de 310 000 personnes diplômées. Et oui, ces personnes ont étudié à l'UQAM, mais il y a eu un parcours ensuite. Donc, il y a eu des trajectoires personnelles et professionnelles, bien évidemment, qui vont bien au-delà des études. Donc, au bureau des diplômés, on souhaite vraiment maintenir ce lien-là, encourager le partage d'expertise de tous les parcours et d'être entremetteur à l'occasion de rencontres. Et bien évidemment, on souhaite célébrer la réussite des parcours de nos diplômés. Chose que l'on fait ce soir, donc c'est ce qui explique l'importance pour nous de collaborer à cet événement. Donc, justement, pour le déroulement de la soirée, ça va se tenir en 2 temps. Donc, premièrement, on va avoir 2 différents panels. Le premier panel explorera en fait la relation entre la recherche scientifique et les pratiques pédagogiques. Et pour le second panel, on aura bien évidemment nos récipiendaires et on verra en fait les expériences et les retombées concrètes de leur travail. Donc, on aura l'occasion de les entendre. Et par la suite, on aura une séance de questions du public. Donc, c'est pour notre soirée. Alors, je vous invite à en profiter pleinement, en fait, de bien vous inspirer des discussions qui auront ce soir pour la suite des choses. Et avant d'entendre nos panélistes, en fait, je souhaite céder la parole à Mme Annie Dubo, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée. Merci, Mélissa. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour la remise de nos prix d'excellence en enseignement. Cette année, c'est sous l'angle de l'intégration de la recherche que nous allons souligner le remarquable travail de 4 de nos diplômés. Félicitations. Geneviève, Olivier, Gabrielle, Viviane, vraiment, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre nomination qui reconnaît l'importance de vos initiatives enseignantes par la recherche et qui contribue à l'amélioration de l'expérience de vos élèves. Bravo.
C'est peut-être parce que je suis professeure d'université que j'ai un parti pris pour la recherche, qui est la pierre angulaire de la profession enseignante. La recherche permet de répondre aux grands enjeux de l'éducation aujourd'hui et de ceux de demain, ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est vraiment fabuleux que vous vous intéressiez à ça dans vos pratiques. Ça permet, entre autres, d'avoir un impact tangible sur le bien-être des élèves, par exemple en développant des activités qui permettent à chacun de s'épanouir. Ça permet aussi de favoriser les apprentissages, la motivation d'élèves qui ont plus de difficultés, ou encore de contribuer à la formation des enseignantes et des enseignants de demain. Puis ça, c'est essentiel. Ces impacts dépassent donc largement les murs de nos universités et sont ressentis directement par les élèves. Puis c'est un peu ça le cœur de notre travail. Ce sont les enfants, les jeunes Québécois, Québécoises qui forment la société de demain. On ressent d'ailleurs ces répercussions importantes dans des témoignages des élèves qui se sont exprimés là, à travers les vidéos que vous allez avoir l'occasion de voir un peu plus tard. Avant cela, par contre, je veux accueillir Isabelle Dugauvin, qui est la vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'éducation, pour une première discussion, comme Mélissa l'indiquait tantôt, sur l'importance de la recherche dans les pratiques enseignantes. Elle est accompagnée de Marie-Maude Dubuc, qui est professeure au département des sciences de l'activité physique de la Faculté des sciences, de Anne Nadeau, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de la Faculté des arts, de Patrice Potvin, qui est professeure au département de didactique, et de Catherine Turcotte, qui est professeure au département d'éducation et de formation spécialisée, tous deux de la Faculté des sciences de l'éducation. Merci d'être là, puis à vous la parole. C'est la période de l'année où on ne sait pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour encore à cette heure-ci. Donc, choisissez celui qui vous fait le plus plaisir. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'animer la table, le panel, en fait, qui se nomme, qui a pour titre « Dialogue entre la recherche scientifique et les pratiques enseignantes ». On a 15 minutes pour discuter de la question. Je vais commencer par une... Mon surnom, c'est la fée Clochette. C'est parti. Donc, en 1 minute environ, pourriez-vous nous dire, chacun d'entre vous, peut-on dire que la recherche est avant tout une question de passion? Qui se lance? Est-ce qu'il y avait un ordre? Ben, moi, je vous laisse... Catherine, vas-y. OK. En fait, c'est sûr que ça prend de la passion. C'est compliqué, faire de la recherche, c'est complexe, surtout en milieu scolaire. Ça prend de multiples protocoles, de procédures et tout ça. Oui, ça prend de la passion, mais ça prend des connaissances, ça prend des mentors, ça prend une formation solide. Donc, ça prend de la passion, mais pas juste ça. N'importe quel passionné n'arrive pas et fait de la recherche. Ça prend beaucoup plus, selon moi. Merci, Marie-Maude. Oui. Je suis d'accord avec Catherine. Puis je rajouterais peut-être que pour moi, une qualité première en recherche, c'est la curiosité. Là. Ça prend une soif de connaissances, puis de repousser toujours les limites, puis d'aller comprendre le problème, puis essayer d'améliorer les choses et trouver des solutions. Donc, je dirais oui, passion et une tonne de choses, et aussi curiosité. Oui, maintenant, Anne. Bien, je pense qu'on va construire sur les réponses de chaque personne parce que je pense que ce que la passion amène à la recherche en éducation, c'est la persévérance aussi parce que ce sont des processus qui sont exigeants. Puis, quand on fait de la recherche, en plus en collaboration avec les personnes enseignantes, elles aussi doivent faire preuve de persévérance et de passion pour mener ça en plus de leur journée d'enseignement, puis de se poser les questions, de travailler conjointement en équipe avec nous, puis on a besoin de leur contribution à la recherche. Merci, Patrice. On nous a donné les questions avant qu'on puisse se préparer un peu. Puis j'ai pas pu... je me suis demandé si ça existait, la passion pour la recherche, puis j'en suis venu à la conclusion que non. On ne fait pas de la recherche pour la recherche, on fait de la recherche pour autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce qui va nous passionner. Il faut que ça compense même, je dirais, pour les difficultés puis les défis qu'il faut relever quand on fait de la recherche.
Demander à quelqu'un s'il est passionné pour la recherche, j'ai l'impression que c'est comme de demander à un charpentier s'il aime son marteau. La recherche, c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer les pratiques. Ce n'est pas notre meilleur outil pour le faire, c'est le seul, je pense, que l'on ait. Alors, c'est extraordinairement important qu'on en fasse. Et puis, le moteur de ça, ben oui, c'est la passion, mais c'est la passion pour l'objet. Pour moi, c'est l'enseignement des sciences. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on ne traversera pas les défis que pose la recherche, selon moi. Merci. Donc, si je résume vos réponses, donc un chercheur doit être passionné, curieux, formé, courageux et un peu menuisier. Donc, maintenant, Patrice, j'aimerais savoir comment les chercheurs et les chercheuses peuvent-ils et elles s'assurer que leurs travaux de recherche rejoignent les classes et influencent réellement les pratiques enseignantes. Donc, tu as un partenariat pour le développement et la réussite de la formation scientifique au secondaire. C'est un bon exemple. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un projet de recherche et de développement, mais un projet de formation aussi, puis qui prend le problème un peu à l'envers. On sait que c'est très difficile pour les enseignants d'accéder à la recherche d'abord. C'est difficile pour eux aussi de la comprendre une fois qu'ils y ont accès. Et même s'ils y ont accès, même s'ils la comprennent, ils se rendent compte parfois que ça ne leur servira pas nécessairement, que les motivations des chercheurs ne sont pas nécessairement d'éclairer les problèmes qu'eux et elles vont rencontrer en particulier. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur ce qu'on peut retirer de ça. Puis, je dois dire que ce n'est pas évident pour les enseignants de le faire. Au partenariat que je pilote, on prend le problème à l'envers. On dit que la recherche, elle va aider les enseignants si c'est eux qui la font. Si c'est eux qui la font. J'ai une 50aine d'enseignants, d'enseignantes du secondaire en sciences. Il y en a quelques-uns dans la salle. Il y a Olivier qui est là, j'ai Amel qui est là aussi. Et puis, il leur est demandé dans ce partenariat-là, dans une communauté de pratique que l'on forme, d'adopter la posture d'enseignant-chercheur et de mener un projet de recherche jusqu'au bout, avec le soutien des chercheurs. Ils vont choisir la question de recherche, ils vont choisir les méthodologies, et à la fin, dans un espèce de grand colloque, ils vont partager les résultats qu'ils vont essayer de rendre les plus convaincants possibles. Donc, ils vont vraiment endosser la posture de chercheur. Ils vont donc apprendre ce qu'il y a dans le travail de chercheur et ce qu'il faut pour qu'un résultat soit convaincant. On espère qu'en faisant ça, non seulement ils vont apprendre des choses sur des choses qui leur sont immédiatement utiles, mais aussi qu'ils vont pouvoir peut-être un peu plus facilement comprendre la recherche lorsqu'on va la leur présenter. Alors, c'est une des formules qu'on peut décider de mettre en place pour réussir à arrimer la recherche avec le milieu. Il y en a d'autres. Il y a des entreprises de vulgarisation, de préparation de la recherche, mais disons que dans mon projet à moi, c'est la posture qu'on a décidé de choisir. Les enseignants devraient, selon moi, dans leur processus de professionnalisation, adopter l'attitude, peut-être les outils parfois, du chercheur, et pour moi, ça les mène un peu plus loin. Merci, Patrick. Anne, en art. Donc, il y a plusieurs types de recherches qui peuvent nourrir l'enseignement des disciplines artistiques à l'école. Les disciplines pouvant être la danse, l'art dramatique, l'art plastique visuel, la musique. Et ces types de recherches sont aussi variés que la recherche expérimentale, la recherche création, entre autres. De quelle façon les personnes enseignantes spécialistes en art sont-elles en contact avec la recherche? Comment ces recherches nourrissent-elles leur conception pédagogique et didactique? Je pense que d'abord, peu importe la discipline qu'on enseigne, de s'appuyer sur la recherche, ça permet d'avoir des pratiques innovantes, puis qu'on sait qu'ils sont soutenus par tout un bagage. Après ça, spécifiquement en art, je pense, en fait, il y a peut-être des ponts que vous allez pouvoir aussi bâtir avec les autres disciplines, mais il y a comme 3 moyens principaux pour entrer en contact avec la recherche quand on est enseignant. D'abord, la formation continue. Donc, par le biais des associations professionnelles, il y a de l'espace qui peut être donné à des chercheurs, des professeurs, des chargés de cours, mais aussi des personnes enseignantes qui sont à la maîtrise, puis qui ont peut-être même qui sont au doctorat, puis qui ont des résultats de recherche, qui ont des expérimentations dont ils peuvent faire profiter les autres praticiens et praticiennes de leur discipline. Après, c'est
la possibilité de prendre part à un processus de recherche. Donc, Patrice en parlait un peu tout à l'heure. Donc, de collaborer à une recherche qui est menée par un chercheur, une chercheuse, donc peut-être une recherche-action, où là, l'enseignant, l'enseignante est vraiment mis à contribution. Il va avoir vraiment à vivre le processus. Donc là, c'est certain qu'il est aux premières loges pour intégrer des pratiques innovantes, pour proposer des choses, pour changer ses pratiques. Donc, c'est souvent le moteur de changement puis d'innovation dans le milieu scolaire. Le troisième, qui est peut-être un peu plus spécifique, je dirais, c'est la recherche-création. Donc, quand les enseignants-enseignantes sont en contact avec la pratique de recherche-création d'artistes professionnels, c'est aussi un moyen de développement professionnel pour eux. Dans une des recherches que j'ai faites, j'ai regardé comment la fréquentation des spectacles professionnels par les enseignants en art, donc les spectacles qu'ils voyaient pour eux le soir, la fin de semaine, comment ça avait un impact sur leur conception pédagogique. Puis ça en a un immense, parce que après ça, ils vont intégrer ça. Ils peuvent faire de la transposition didactique, par exemple, un metteur en scène qui adopte un certain processus de direction d'acteur. L'enseignant d'art dramatique peut le transposer dans sa classe puis l'appliquer pour aider ses élèves à apprendre, développer leurs compétences à interpréter. J'avais dans ma recherche une enseignante en art visuel qui avait vu un spectacle de ballet, puis tout le travail de la lumière, c'est là-dessus qu'elle avait accroché. Puis elle avait intégrer ça à l'intérieur d'un des projets en art visuel. Donc, ça laisse vraiment des traces, puis ça finit par influencer finalement la conception pédagogique. Merci. Catherine, comment les élèves de tout âge, particulièrement ceux en difficulté d'apprentissage, bénéficient de la recherche scientifique menée dans les milieux universitaires? Bien oui, alors dès qu'on fait du transfert de connaissances et dès qu'on implique nos étudiants, des enseignants, des terrains à faire de la recherche avec nous, en fait, surtout ceux de l'adaptation scolaire, je dirais, ils nous repoussent. Ils nous poussent peut-être à développer davantage nos connaissances, à raffiner nos modèles théoriques, à développer des nouveaux instruments. C'est ce que Gabrielle a fait. Parce que ce sont des élèves qui ont des difficultés qui peuvent être très, très, très diverses et je dirais qu'ils ne répondent pas toujours exactement comme on s'y attendrait. Donc, de faire de la recherche avec ces élèves-là, non seulement c'est aidant pour eux, parce qu'enfin, on peut aller voir les élèves qui font partie des écarts-types ou qui sont d'habitude pas, disons, considérés dans les recherches, disons, qui font avec des très grands nombres d'élèves, où on essaie d'implanter des interventions qui vont supposément plaire à tout le monde ou qui vont bénéficier à tout le monde. Mais ces élèves-là, en fait, nous incitent à être plus curieux, comme disait tantôt Marie-Maude, mais aussi à voir les problèmes sous un autre angle, parce que des fois, on intervient auprès d'eux, on essaie de développer des dispositifs, on essaie de développer de l'instrumentation, par exemple, avec des hypothèses ou avec des questions, et ce qui ressort de ça, ce n'est pas ça à quoi on s'attendait. Donc, mais de continuer à le travailler, d'y réfléchir et de trouver de nouvelles solutions, ça bénéficie à tout le monde. Donc, souvent, la recherche qu'on fait auprès des élèves qui ont les plus grandes difficultés scolaires et qu'on transmet après à ces enseignants qui travaillent avec les élèves de l'adaptation scolaire, mais la réaction, ça va être « Mais c'est drôle, on dirait qu'en classe ordinaire, ça pourrait fonctionner, ça aussi. » Puis là, on dit « Bien, peut-être, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vient de découvrir ou il y a un aspect qu'on vient de mettre en lumière qu'on n'avait pas senti vraiment intéressant ou important avant, mais ces élèves-là nous ont poussés vers ça. Donc, en fait, c'est intéressant pour nous de faire de la recherche avec les élèves, avec les enfants. C'est intéressant pour les élèves d'avoir ensuite des enseignantes qui s'intéressent et qui s'impliquent dans ces travaux-là. Puis, c'est intéressant pour les chercheurs aussi qui, finalement, vont passer leur vie à répondre à un tout petit nombre de questions. Merci. Marie-Maude, les cours d'éducation physique vont au-delà de la santé physique des élèves. Ils ont un impact sur leur santé mentale et leur capacité de socialisation. Améliorer les pratiques par la recherche prend alors d'autant plus d'importance. Est-ce possible de nous dire davantage sur le sujet? Oui, bien, la discipline d'éducation physique, maintenant qui s'appelle l'éducation physique et à la santé depuis un peu plus de 20 ans, a grandement évolué dans les dernières années. Là. Les cours que moi j'ai vécus ne sont pas les cours que les enfants d'aujourd'hui et les adolescents d'aujourd'hui vivent.
Il y a depuis un peu plus de 20 ans une particularité qui est d'enseigner aussi comment adopter un mode de vie sain et actif. Et ça, c'est vraiment... ça a été ajouté grâce à la recherche, ça a été ajouté grâce aux connaissances, puis c'est grâce à tout ça aussi qu'on peut bien former les futurs enseignants en éducation physique et à la santé, en formation initiale. Et c'est majeur parce qu'on le voit sur les jeunes, ça change l'approche complètement. Donc, on est vraiment dans une approche où on veut faire vivre des réussites aux jeunes, on veut qu'ils apprécient certaines activités physiques. Ils envoient une grande variété, ils envoient de toutes sortes pour trouver ce qui, eux, leur convient. Ils apprennent comment entrer ça dans leur routine quotidienne, comment adopter d'autres saines habitudes de vie. Donc, ça a un impact très, très important sur, oui, l'activité physique, mais aussi on parle de sommeil, on parle d'alimentation, on parle des écrans. Ce qui n'est pas mince, ce qui n'est pas de mince affaire, mais on essaie d'avoir l'impact qu'on peut avoir et de donner des outils aux jeunes. Puis pour ça, bien, ça prend les connaissances théoriques derrière. Il y a beaucoup de modèles, comment amener un jeune à changer son comportement, comment l'amener vers des saines habitudes. Donc, on s'appuie beaucoup là-dessus dans nos programmes pour enseigner ça. Il y a beaucoup de recherche qui est faite aussi dans ce domaine-là. Donc, ça a amené la discipline là, dans les dernières années à aller beaucoup plus loin que ce que ça pouvait être antérieurement et à faire en sorte que chacun des élèves y trouve son compte, ait une attitude positive vis-à-vis de cours puis vis-à-vis l'adoption de saines habitudes de vie de façon plus générale et plus large. Merci. Je vais improviser une question. Donc, je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui aime le risque pour y répondre. Donc, comment encourager les enseignants à participer à consommer de la recherche? Comment on peut arriver? Ma première réponse était vraiment ras des pâquerettes, mais en leur donnant du temps, puis en les libérant pour pouvoir le faire, puis qu'on puisse les accompagner à le faire aussi, ce serait mon premier réflexe de réponse. Merci. Je rajouterais aussi en les écoutant puis en allant répondre à leurs besoins à eux. Donc, on le fait souvent. Là, on a plusieurs projets où on accompagne des enseignants d'éducation physique pour répondre à des problématiques qu'ils vivent concrètement. Et oui, on les libère pour qu'ils aient le temps de réfléchir, de s'asseoir et de penser et d'appliquer ce qui est proposé. Puis on travaille vraiment en co-construction toujours. Donc, je pense que pour les rejoindre et pour les faire consommer, il faut qu'ils sentent que c'est utile dans leur quotidien. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, je pense qu'il faudrait connaître les questions qu'ils se posent. Et ça nous aiderait peut-être à déjà trouver pour eux les réponses qui existent déjà, qui ont été développées par le passé. Ou alors se mettre à la recherche nous-mêmes des réponses à ces questions particulières-là. Je pense que ce serait une bonne façon de tenter de les rejoindre. Merci. Puis Catherine, si tu ne veux pas passer pour une poule mouillée. Non, mais je vais rendre hommage au domaine de l'adaptation scolaire parce que moi, je vais dire le contraire. Moi, je vais dire, il ne faut pas rester collé sur les questions des enseignants et des enseignantes dans les écoles. Il faut essayer de voir autre chose. Et parfois, ça leur fait prendre conscience qu'ils les vivent, ces problèmes-là, mais ils n'avaient jamais mis des mots là-dessus. Je vais vous donner juste un exemple un peu simple. Il y a à peu près 25 ans, il y avait beaucoup de recherches qui étaient menées sur l'estime de soi à l'école. Donc, quand on demandait aux enseignants, vous aimeriez avoir une formation sur quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? L'estime de soi, l'estime de soi. Donc, tu sais, si on n'était pas arrivé avec des nouveaux concepts, puis on avait juste répondu à leurs besoins, bien, on n'aurait comme pas fait de développement. Mais nous, quand on est en classe, moi, quand je travaille avec des enfants, je vois plein de choses. Puis j'ai le temps d'y penser parce que si je passe 2 heures avec 4 élèves, après, je m'en vais chez nous, puis juste le trajet que je fais en auto, là, dans ma tête, ça n'arrête pas. Je pense à ça, là, je réfléchis à ça, puis je me dis, hey, ce modèle théorique-là, il faudrait bien le changer parce que là, c'est pas ça du tout qui s'est passé avec ces élèves-là. Donc là, mais pendant ce temps-là, elle, l'enseignante, elle est déjà dans d'autres choses. Elle est dans le cycle de l'eau, mettons, hein, Patrice. Tu sais, elle fait d'autres choses de sa journée. Donc moi, après, je reviens, puis là, j'ai toutes ces idées-là dans ma tête, puis j'ai toute cette analyse-là, puis l'enseignante, bien souvent, va me dire « Hey, mais on dirait que moi aussi, je m'en étais déjà aperçue de ça. Je suis tellement contente que tu m'en parles. » Donc, les enseignants, c'est sûr qu'ils arrivent avec des questions, puis il faut être prêt, disons, à travailler, collaborer avec eux, puis à les entendre, leurs questions, puis leurs problématiques. Mais je pense qu'aussi, des fois, c'est notre rôle de dire « Il me semble que ça ici, là, ça retrousse. » Est-ce que toi, tu penses que ça retrousse aussi? Puis là, on va y travailler. Des fois, on présente des conférences dans des congrès professionnels, puis c'est ça qu'on se fait dire. Les enseignants viennent nous voir, puis ils disent hey, « J'ai tellement cette problématique-là chez nous, mais on dirait que je m'en rendais compte, mais je n'étais pas capable de l'exprimer à ma direction. » Donc, c'est ça. On sert à ça aussi,
à sortir, mettons, des affaires de chapeau. Moi, j'appelle ça être gérant d'estrade aussi. Ouais. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Remerciements vraiment chaleureux parce que si vous êtes ici aujourd'hui et que de vos anciens élèves étudiants ont eu des prix, c'est parce que vous avez été des modèles de chercheurs, j'imagine, et de diffuseurs de la recherche dans le cadre de vos formations initiales. Donc, merci. Félicitations à vous aussi. Merci. Je donne la parole à Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts. Bonsoir à toutes et tous. C'est avec un très grand plaisir que je participe ce soir à cette célébration très stimulante de l'excellence en enseignement et en recherche. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers tous les intervenants, les intervenantes, en fait toutes les équipes qui ont permis de rendre cette soirée possible, ainsi qu'envers l'ensemble des collègues, des membres du corps professoral, des équipes de recherche, des personnes lauréates qui contribuent à enrichir notre communauté académique. Alors, ce soir, nous mettons à l'honneur des pédagogues dont l'engagement dépasse largement le cadre de la transmission des savoirs. Chers récipiendaires, vous êtes des figures inspirantes, non seulement pour vos collègues, mais aussi pour toutes celles et ceux qui apprennent à vos côtés. Vos travaux, vos pratiques, votre engagement démontrent que l'intégration de la recherche dans l'enseignement est bien plus qu'un idéal. C'est une réalité tangible qui transforme les parcours d'apprentissage et qui ouvre de nouveaux horizons. Dans le contexte actuel où notre monde a besoin de repères et de modèle inspirant, je ne m'étends pas sur cette question, votre rôle prend une dimension encore plus essentielle. Chaque enfant, chaque étudiant, étudiante, chaque personne apprenante, quel que soit son âge, a besoin d'une figure qui l'inspire, qui l'encourage et qui lui montre qu'apprendre, c'est une belle aventure. Vous incarnez ces figures, vous allumez des étincelles, vous laissez une empreinte durable dans la vie de ceux et celles qui croisent votre chemin. Apprendre par les arts, ma collègue en a parlé rapidement, c'est donner aux étudiants et étudiantes, aux jeunes et moins jeunes, des outils inestimables pour comprendre le monde, pour s'exprimer, pour interroger, pour créer. C'est permettre d'acquérir une pensée critique, de développer l'imagination, d'explorer des voies nouvelles. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un simple complément, c'est une nécessité absolue. Et grâce à vous, cette nécessité devient une réalité vivante dans nos salles de classe, dans nos ateliers, dans nos laboratoires. Chers récipiendaires, je vous remercie pour votre engagement, pour votre passion, pour l'héritage précieux que vous laissez à ceux et celles qui vous suivent. Vous bâtissez l'avenir et ce soir, nous célébrons votre rayonnement et votre travail. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Normand Séguin, doyen de la Faculté des sciences, pour la présentation des lauréates et du lauréat. Merci, Joanne. Que dire de plus? Je vais essayer. Donc, en complément, donc effectivement, l'enseignement et la recherche des arts à la science maintenant. Donc, l'enseignement et la recherche en sciences de l'activité physique fournissent aux futurs enseignants et enseignantes des outils nécessaires pour aider leurs élèves à comprendre et à maintenir leur bien-être physique et mental. Vous en parliez tantôt, effectivement. Chère Viviane, notre lauréate de la faculté, elle su intégrer les connaissances acquises par ses études universitaires dans sa pratique quotidienne. Elle illustre également de manière exemplaire comment l'enseignement et la recherche se nourrissent mutuellement, enrichissant la pratique et contribuant positivement à la santé de nos jeunes. Mais pour y arriver, on a besoin aussi d'une équipe professorale, d'enseignants, d'enseignantes, de chargés de cours. Donc, pour y arriver, il est indispensable d'avoir cette équipe, en fait, inspirée et passionnée et surtout, ce que j'aime beaucoup, qui ose innover et repenser les pratiques éducatives au lieu de prendre toujours pour acquis ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et je les remercie sincèrement de leur implication.
Figurez-vous dans un contexte où les faits alternatifs occupent une place de plus en plus inquiétante. On voit dans les chambres américaines les petits panneaux « This is a lie ». Donc, on n'est pas encore rendu là, mais effectivement, non seulement la science, mais surtout nos universités doivent s'affirmer comme un rempart essentiel contre la désinformation, si facilement répandue par toutes les plateformes que vous connaissez. À chaque jour, je regarde des choses, je me dis « Mon Dieu ». Donc, il est crucial de cultiver cet esprit scientifique dans toutes les sphères de l'éducation, en particulier chez les futures enseignantes et enseignants qui auront la responsabilité de guider, de baliser, d'éclairer les générations à venir à être un peu suspicieux de ce qu'ils pourraient lire, en fait, d'une façon très facile sur leurs écrans. Donc, ça pop automatiquement. Donc, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter les lauréates et le lauréat qui participeront au prochain panel. Leur travail, leur passion et leur engagement sont l'incarnation même de ce que nous désirons promouvoir dans le domaine de l'éducation. Leur contribution est précieuse et inestimable. Donc, Olivier Laforêt, enseignant en sciences et technologies au secondaire, diplômé du bac en enseignement secondaire, concentration sciences et technologies. Geneviève Lanoux, enseignante en art dramatique au secondaire, diplômée du bac en art dramatique, concentration enseignement et de la maîtrise en théâtre. Gabrielle Vernoche, orthopédagogue au primaire, diplômée du bac en enseignement en adaptation scolaire et sociale, suivi du programme de 2e cycle en didactique cognitive des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture et de la maîtrise en éducation, profil recherche. Bon, j'espère que vous allez faire un peu de sous avec tout ça maintenant. Évidemment, Viviane Saint-Germain, donc enseignante en éducation physique et à la santé au secondaire, diplômée du bac en intervention en activité physique, profil enseignement de l'éducation physique et à la santé. Avant de débuter le prochain panel, je vous invite à visionner la capsule vidéo qui met en lumière nos chers lauréats et lauréates. Merci. L'intégration de la recherche dans ma pédagogie améliore mon enseignement parce que ça m'a aidé à le structurer. Mais aussi, je me suis beaucoup intéressée par cette recherche-là à comment un enfant apprend. Les retombées sur les élèves sont vraiment multiples. En fait, on a remarqué que le dispositif aidait vraiment les élèves au niveau de leur compréhension en lecture, plus particulièrement dans leur capacité à inférer. J'aime faire avancer ma discipline en tenant compte ce qui est fait dans la recherche. Je trouve que ça répond vraiment aux besoins de l'adolescence, ça les aide à prendre conscience de leurs actions motrices aussi. Dans l'effet sur la motivation des jeunes, on voit un bien-être qui se dégage rapidement. On voit une envie de persévérance, on voit une ambition plus grande. Olivier, Geneviève, Gabrielle et Viviane. J'essaie d'inclure le plus possible. C'est bon. Donc, je vais recommencer. Olivier, Geneviève, Gabrielle, qui est au bout, et Viviane. Bonsoir, bonjour, mais surtout félicitations pour votre prix. Donc, en regardant la vidéo, on perçoit immédiatement l'environnement dynamique et inspirant que vous avez su créer en classe. On aimerait que nos enfants soient vos élèves. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les capsules vidéo longues en ligne, mais le petit moment à la fin où on a les élèves qui parlent de leur enseignant est vraiment touchant et c'est évidemment ce qu'on préfère voir à la fin. Et comme j'avais l'habitude de dire quand j'étais moi-même enseignante, c'est notre paye, hein, de ces petits témoignages que l'on reçoit parfois. Donc, vous démontrez qu'il est possible d'innover en enseignement et que la recherche scientifique joue un rôle essentiel dans la mise en place de pratiques pédagogiques efficaces. Grâce à la recherche, vous avez construit un milieu d'apprentissage propice à la réussite de vos élèves. Félicitations pour votre belle initiative. Donc, une première question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Selon vos parcours respectifs, qu'est-ce qui explique votre désir d'inclure la recherche dans vos pratiques? Gabrielle.
OK. Ben, c'est certain que quand on travaille avec des élèves en difficulté, on se pose vraiment beaucoup de questions. Donc, pour moi, ça a commencé là. J'ai vraiment voulu mieux comprendre les difficultés de mes élèves pour mieux intervenir et les évaluer aussi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Même pendant la formation initiale, j'ai eu des enseignants, des professeurs inspirants avec leurs recherches, puis j'avais vraiment envie de les mettre en application dans mon travail. Donc, voilà, c'est vraiment pour les élèves qu'on fait ça. Viviane? De mon côté, j'ai un petit côté très perfectionniste. Je passe mon temps à me questionner sur ce que je fais. Donc, j'aime toujours réinventer les choses. Puis quand je présente des choses à mes élèves, bien, je me dis, est-ce que ma planification est encore bonne? Comment je pourrais réajuster pour que ce soit pertinent pour eux d'une année à l'autre? On ne veut pas tomber dans la routine. Donc, c'est ce qui m'a motivée à intégrer la recherche dans mes pratiques. Bon, de mon côté, en enseignement de l'art dramatique, il y avait moins de recherches spécifiquement pour la matière. Puis quand on enseigne l'art dramatique, on voit qu'il y a beaucoup de bienfaits sur les élèves, notamment en lecture. Puis moi, je me suis questionnée justement quel pont on peut faire avec les autres disciplines. Puis, je me suis posé beaucoup de questions. Puis, à un moment donné, je dis, bon, là, ça y est, je fais le saut, je m'en vais à la maîtrise. Puis, je vais aussi construire avec cette maîtrise-là du matériel pédagogique. Donc, c'est un peu pour enrichir ma discipline, mais aussi pour enrichir ma pratique. Olivier? Pour ma part, il y avait déjà des éléments qui me poussaient souvent à vouloir comprendre le pourquoi, le fonctionnel derrière. Mais dans mes cours de didactique, même si ça va paraître têteux, dans mes cours de didactique, il y a eu beaucoup cette emphase-là sur la rigueur dans la démarche, de ne pas affirmer quelque chose sans savoir le pourquoi derrière. Ça a cristallisé des éléments qui rendaient ça plus important pour moi d'aller moi aussi être à la hauteur pour aller chercher des informations. Puis dans les projets que je mène avec les élèves, de documenter l'effet, de justement montrer l'impact, la recherche était la seule réponse réellement concrète que je pouvais apporter. Ça me fait sourire parce qu'un peu comme nos chercheurs tout à l'heure, je pense que pour être enseignant, utilisateur de la recherche, il faut être passionné, curieux, formé, courageux et sans doute pas mal menuisier au quotidien. Donc, Olivier, les élèves participant à ton projet développent leur confiance en eux et dépassent leurs limites. On voit clairement l'effet bénéfique d'inclure la recherche dans la pratique enseignante. Selon toi, comment pourrait-on mieux soutenir les enseignants et les enseignantes dans l'intégration des connaissances issues de la recherche? Tout à l'heure, le panel précédent a déjà bien abordé ce sujet-là. Je vais faire un peu de pouce sur ces concepts-là. Des fois, il faut écouter les enseignants pour leur donner de l'aide pour pouvoir continuer dans une certaine direction. Mais en même temps, le milieu de l'éducation est quand même assez conservateur. Quand on choisit de devenir enseignant, on veut reproduire un modèle qu'on a vu. Et ce modèle-là qu'on a vu, l'image, la perception qu'on s'en est faite était de communication de l'information et non pas de nécessairement être en train de remettre en question l'institution elle-même. Donc, il y a un élément où il faudrait aller travailler au niveau de la culture pour remettre en question l'établissement, remettre en question les pratiques, développer une approche qui est plus expérimentale, recherche et développement à même nos écoles, à même nos élèves, pour qu'au lieu d'être des vases qui vont recevoir de l'information, qui participent à la création de l'information qu'ils vont recevoir, qui participent à la forme de leur école plus. Donc, il faut être un peu anarchiste, finalement? Ça aide. Geneviève, donc ta recherche a permis de développer des stratégies d'apprentissage chez les élèves en lien avec la mémorisation pour le développement de la compétence à interpréter des œuvres dramatiques. À ton avis, qu'est-ce que ton travail spécifique sur ces stratégies peut apporter à ton champ disciplinaire, la didactique de l'art dramatique? Puis à quels besoins ce travail peut-il contribuer à répondre pour tes collègues enseignants et enseignantes en enseignement des arts? Bon, d'abord, il faut savoir que les stratégies d'apprentissage en art dramatique dans le programme, il y en avait peu, puis ça ne se trouve pas beaucoup dans la littérature. Puis, quand je suis retournée enseigner le français, j'avais une petite parcelle de tâches en français. J'ai découvert les stratégies de lecture et je suis partie vraiment des stratégies d'apprentissage en lecture.
Puis, je les ai transposées dans mon cours en art dramatique. J'ai été chercher des stratégies aussi ailleurs. Je suis allée chercher chez les metteurs en scène, chez des théoriciens de théâtre, pour bâtir des stratégies d'apprentissage et notamment aussi en mémorisation. Parce que on travaille beaucoup, je crois, les enseignants d'art dramatique, par instinct, surtout par la compétence interprétée. Souvent, on y va trop de façon mise en scène, on dirige nos élèves, on fait la mise en scène à leur place un peu, ou des fois, ben, on les laisse un peu trop aller sans trop avoir de démarche. Puis, justement, en allant chercher les stratégies d'apprentissage, notamment en mémorisation, en lecture aussi, parce que souvent, les élèves, on prend pour acquis qu'ils lisent le texte de théâtre et ils le comprennent, mais ils ne comprennent pas toujours. Alors, évidemment, si on va chercher des stratégies qui appartiennent plus à la lecture pour qu'ils comprennent le texte, pour qu'ils l'interprètent mieux après, ça structure aussi la démarche d'interprétation. Puis après, on peut embarquer dans toutes les stratégies de mémorisation qu'on va dans divers domaines, notamment justement en sciences, dans n'importe quelle discipline, que ce soit en univers social. Les élèves développent des stratégies de mémorisation, mais aussi en théâtre aussi. Donc, quand on les enseigne vraiment en théâtre, après ça peut avoir des répercussions dans d'autres disciplines. Alors voilà les stratégies que j'ai élaborées, que j'ai testées auprès de mes élèves parce que j'ai fait une recherche-action. Bien, ça devient des outils pédagogiques pour les enseignants d'art dramatique. Donc, toutes ces stratégies-là peuvent être maintenant utilisées. Puis aussi, avec cette recherche-là, j'ai comme découvert une démarche d'interprétation avec des étapes qui peut aussi encadrer l'enseignement de la compétence interprétée. Voilà. Merci. Donc, la compétence en art dramatique est une compétence transversale. Ben oui, il faut. Oui, on apprend beaucoup de choses en art dramatique. Gabrielle, donc le gouvernement américain impose désormais une restriction sur quelques 200 mots dans les publications gouvernementales. En voici quelques-uns. Inclusif, à risque, diversité, obstacles, milieux défavorisés, équité, égalité des chances, handicap, minorité. Je me permets d'ajouter femmes. Donc, dans ce contexte où la recherche et la diffusion des connaissances concernent les élèves vulnérables, sont mises à mal chez nos voisins, comment renforcer ces connaissances chez les personnes enseignantes afin que les élèves, notamment ceux en adaptation scolaire et sociale, ne deviennent pas des oubliés? Grosse question. J'avais comme prévu ma réponse, mais j'ai envie de m'écarter légèrement puis de dire que nos élèves en difficulté d'apprentissage, donc ceux de l'adaptation scolaire, on l'a mentionné un peu plus tôt, Catherine l'a mentionné, que souvent les recherches qu'on va faire auprès d'eux vont nous aider aussi pour les élèves dits plus des classes ordinaires. Donc, ils sont vraiment un bassin super intéressant pour aller chercher vraiment diverses informations au niveau des processus d'apprentissage. Mais pour aider les enseignants, c'est sûr que ça a été mentionné un peu plus tôt, mais la formation initiale est inévitablement une clé pour donner en fait le goût aux enseignants de se lancer peut-être plus tard dans la recherche et leur donner des connaissances issues de la recherche. Et idéalement, favoriser la formation continue. C'est sûr que dans un contexte de pénurie, c'est pas toujours évident. On parlait de leur donner du temps pour réfléchir, pour mettre en place différentes données issues de la recherche, mais c'est pas toujours facile. Donc, je crois que comme chercheur, il faut aussi faire preuve de divers moyens pour essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Et puis, ça peut passer par différents médiums, comme des infolettres. J'en ai lu un ce matin, justement. Des podcasts ou des balados. Puis, on a aussi parlé des réseaux sociaux, mais il faut quand même dire que ça rejoint beaucoup de monde. Donc, c'est à nous aussi d'offrir de l'information qui est valide et de qualité, parce que ça atteint plusieurs personnes. Et puis, une fois que les petites graines sont implantées et que là, tout le monde est intéressé et curieux, mais sur le terrain, il faut offrir du temps aux enseignants, il faut leur offrir des réseaux de collaboration, des mentors, des accompagnateurs, pour être certain que ces pratiques-là sont implantées à long terme, puis ça devient un automatisme pour les enseignants. Donc, voilà. Donc, des faits scientifiques à propos de l'enseignement et l'apprentissage auprès des populations vulnérables, comme peuvent être des remparts, en fait, à propos de la censure qui tend à s'exercer, puis qu'on espère qu'il va rester au sud de la frontière, et que la frontière ne sera pas bougée non plus. Donc, Viviane, donc, dans ta pratique quotidienne, comment intègres-tu les connaissances issues de la recherche? J'imagine que tu dois sélectionner des résultats de recherche que tu souhaites tester. Comment mesures-tu le coût bénéfique
bénéfices par rapport à une planification normale? Ça, je trouve ça intéressant comme question. Oui. En fait, moi, je vais y aller sur plusieurs volets, mais j'irai premièrement sur le volet comment je vais chercher des informations en lien avec la recherche pour les intégrer à ma pratique. De mon côté, j'ai toujours été passionnée par la formation. J'aime me tenir au courant, j'aime aller dans les colloques, j'aime échanger avec des gens d'autres milieux. Je suis aussi revenue dans le milieu universitaire pour être chargée de cours. Donc, j'ai la chance d'échanger avec des gens qui sont directement dans le milieu de la recherche. Et après, ça me permet de le mettre en application sur le terrain. J'ai aussi eu la chance d'avoir un collègue dans mon école qui a fait un projet sur l'intégration de la tablette tactile en éducation physique et à la santé. Donc, en voyant son projet de recherche, j'ai pu appliquer le tout dans mon gymnase. On a pu se relancer sur de belles idées. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo tout à l'heure, donc j'utilise la captation vidéo pour filmer les élèves, pour qu'ils aient des rétroactions directes. On sait à quel point l'action motrice, c'est éphémère. En éducation physique, on a la particularité que ça arrive d'un coup, puis après, c'est terminé. Donc, pour donner des informations à l'élève, la tablette, c'est un outil super intéressant qu'on peut intégrer. Puis après, en voyant le progrès que les élèves font, c'est sûr que ça va être très profitable. On parlait de coût-bénéfice par rapport à l'utilisation de la tablette. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu pas plus tard que ce matin. Donc, ce matin, j'ai donné un cours à mes élèves de première secondaire en acro-gym. Et là, je leur ai présenté des roues latérales, des roulades. Donc, vous avez peut-être déjà fait ça au primaire ou avant dans votre parcours. Et là, j'ai des élèves très sportifs, un peu moins motivés par le fait de faire des mouvements de gymnastique ce matin, qui, à un certain moment, je les vois avec un ordinateur en train de se filmer. Et là, je leur dis, bien voyons, qu'est-ce que vous faites? Là, ils me disent, ah, mais madame, c'est vraiment important parce que je veux dire à mon collègue que ses jambes ne sont pas droites, puis là, il s'est vraiment amélioré, mais je veux lui montrer. Et pour moi, ça, c'en est un exemple parfait de qu'est-ce qui est profitable d'utiliser ce genre d'outils-là. C'est sûr qu'au début, ça va demander du temps. Ça va peut-être faire en sorte aussi qu'on va limiter le temps d'engagement moteur. On parlait tout à l'heure du fait qu'on veut faire bouger les jeunes. On veut avoir un impact positif pour qu'éventuellement, ils puissent réintégrer la pratique d'activités sportives dans leur quotidien. Mais si on les rend meilleurs, si on leur donne ces outils-là pour qu'ils se voient, qu'ils s'améliorent, bien, ils vont avoir plus le goût de répéter par la suite des activités sportives. Si je prends un autre exemple aussi, j'ai fait beaucoup de formations en lien avec la différenciation pédagogique, donc je me suis gardée informée dans ce domaine-là. Et par la suite, j'ai vu que déjà, je faisais certains éléments en lien avec la différenciation pédagogique, mais j'ai pu aussi peaufiner ma pratique, amener plus de choix aux élèves, répondre à leurs besoins, m'assurer de voir d'un groupe à l'autre. C'est pas toujours la même chose, hein. Des fois, comme enseignant, on peut arriver avec un certain copier-coller, mais c'est pas ce qu'on doit faire. On doit vraiment s'ajuster en fonction de notre clientèle. Donc, ça aussi, le fait de différencier nos approches, mais ça vient avec du temps de plus de planification au début. C'est sûr que faut faire plusieurs tâches, faut donner plusieurs moyens, mais après, une fois qu'on arrive dans notre gymnase, dans notre classe, mais ça fait en sorte que les élèves sont plus autonomes, sont plus motivés, sont intéressés, puis ils voient que c'est vraiment concret ce qu'ils font. Merci. Donc, vivons dangereusement et improvisons sur la question suivante. Je vais vous poser la même question. Comment encourager les enseignants, vos collègues, entre autres, à participer à des recherches ou à consommer de la recherche? Donc, est-ce que vous avez des stratégies? Ah, Viviane? Bien, moi, je dirais que la clé en enseignement, c'est de ne pas avoir peur de l'erreur. Parce que ça va arriver qu'on va faire des essais, puis ça ne sera pas bon le premier coup, notre premier essai. Puis c'est un petit peu la même chose si on veut s'intéresser à la recherche. Il faut aller chercher des ressources autour de nous. Il ne faut pas avoir peur de cogner à des portes pour demander de l'aide. On est des humains, puis c'est de cette façon-là qu'on va y arriver puis qu'on va pouvoir bien l'intégrer à nos pratiques. J'ai peur que ma réponse soit dite, fait que j'y vais tout de suite. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut rendre ça attrayant. On parle de libération, on parle de temps. C'est un travail très exigeant et lourd, être enseignant au quotidien dans des salles de classe, pour ajouter en plus des nouvelles pratiques, en plus se mettre à jour, en plus manger de la recherche, la digérer, essayer de la mettre en salle de classe. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis pour ça, bien, il y a sûrement plein de belles manières de le reconnaître puis de l'encourager. Mais clairement, il faut rendre ça le fun. C'est un beau défi. Mais il faut leur donner le goût parce que c'est un engagement supplémentaire. Puis déjà, le travail est très exigeant. Merci. Mais moi, je trouve que les discussions un peu informelles peuvent aider. Si on est, nous, passionnés par la recherche, et nous, on est passionnés par un sujet, les
les conversations de Concordar, là, je trouve que c'est une belle place pour justement partager des idées qu'on a, puis de diffuser ce qu'on a appris. Donc, d'être un peu des agents multiplicateurs dans notre école, puis d'exercer un certain leadership, puis pas justement de rendre ça agréable, je suis vraiment d'accord. Là. Et de montrer que, moi, je suis une fille curieuse, là, j'aime ça, j'aime chercher tout ça, puis de montrer que c'est agréable, c'est plaisant de chercher, de montrer que ça a des effets, mais pas de le dire de façon fatigante. Je ne sais pas comment le dire, là. Mais de le dire de façon juste positive, d'être positif face à ça, puis montrer, regarde, j'ai fait de la recherche, puis je l'ai appliqué de cette façon-là dans ma classe. Voici, c'est le fun, les élèves, ils ont grandi à travers ça. Puis après, de répandre, puis de continuer à répandre cette nouvelle-là dans nos cercles, aller dans les formations continues aussi, en formation continue, parler qu'on fait de la recherche, parler qu'on s'intéresse à la recherche, ça, c'est intéressant aussi. Mais vraiment, moi aussi, je suis un peu dans le plaisir. Il faut que ça soit pour justement un peu nous dégager, puis qu'on se dise, en complément d'informations, il y a certaines recherches qui, malgré tout, qui peuvent se faire de façon agréable. Là. Il y a plein de façons de faire. De lire un article, là, écoute, c'est le fun. Olivier? Tout ça. Je vais quand même bâtir un peu sur le tout ça. Faut que ça reste intéressant, c'est vrai. Faut que ce soit plaisant. Faut qu'on aille le temps. L'agenda, la journée, elle arrête en bas de la page. Là. Il faut se mettre des post-it pour pouvoir plier 4 fois, pour ajouter 4 heures dans une journée. Mais sinon, il faut qu'il y ait un gain. Il faut qu'il y ait un gain pour les enseignants. Il faut que d'avoir été impliqué en recherche, d'avoir appliqué de la recherche, il faut que ça se traduise par un gain pour les enseignants, parce que, veut pas, on est des animaux qui apprennent, on est conditionnable. Puis si on a dépensé de l'énergie, on a mis des efforts, on s'est investi personnellement pour atteindre un objectif. Si on ne l'atteint pas, c'est un coup qui est décourageant. C'est une leçon qu'on apprend à ce moment-là parce qu'on fait de la recherche sur nous-mêmes et on apprend que mettre un investissement n'est pas toujours rentable. Il faut justement trouver comment, dans l'encadrement, on va le rendre rentable. Comment ça, on va encourager et on va récompenser l'investissement des enseignants dans leur milieu. Le partage aussi. Et ça va garantir que le temps qu'on va avoir investi va en valoir la peine. On parlait de ça dans une des questions précédentes. C'est ça qui va permettre de garder le sourire et d'en parler positivement au passage, parce que justement, on va sentir qu'il y a un intérêt à appliquer la recherche, à participer dans la recherche pour pouvoir pousser plus loin. Et en bout de ligne, on va créer de l'ambition. J'aimerais ça ajouter quelque chose parce que, justement, tantôt, je m'excuse, je me souviens plus de votre nom, mais des fois, les enseignants ne savent pas qu'il y a un certain problème qui existe ou une certaine curiosité qui existe. Mais juste de dire, comme là ces vidéos-là qui promeuvent la recherche, donc ça fait en sorte qu'il y en a d'autres qui ont fait « Ah, moi aussi, j'ai le goût ». Donc, juste de diffuser fait en sorte que ça donne le goût. Puis, il y a des gens qui ne connaissaient pas en eux-mêmes un chercheur, mais à force de le diffuser, peut-être on va éveiller chez certaines personnes ces chercheurs-là aussi. Voilà. J'ai envie d'ajouter quelque chose, mais je me sens négative de dire ça, mais pour travailler là, vraiment quotidiennement avec des enseignants, parce que je suis orthopédagogue, il faut aussi être conscient que changer des pratiques, c'est confrontant. Que ouvrir notre salle de classe, accueillir des gens, ça demande beaucoup, merci de hocher la tête, ça demande une grande confiance en soi, ça demande de l'ouverture, ça demande un partage réciproque, puis aussi de ne pas se mettre dans une posture de supériorité. Hein? Donc, ça, c'est comme un aspect à garder en tête si on veut des collaborations optimales aussi. Tu veux dire quelque chose? Je l'ai rajouté, on l'a mentionné indirectement, mais les partenariats de recherche, l'UQAM qui tend la main aux enseignants pour pouvoir être impliqués dans la recherche, c'est un énorme levier parce que justement, en le poussant vers l'avant, en le rendant accessible, ça enlève des obstacles. Au lieu c'est sûr que ce serait l'idéal de s'inscrire à la maîtrise ou au doctorat pour pouvoir continuer nos recherches, mais de mon point de vue personnel, la maîtrise, je vais aller faire une toute petite recherche de rien du tout pour plein de cours quand je veux l'appliquer demain. Le partenariat de recherche me permet de couper là-dedans puis d'aller vers une application qui va me paraître utile tout de suite. Ensuite, je vais continuer. Ensuite, je vais avoir le goût de persévérer au travers des difficultés. Je vais probablement, éventuellement, même vouloir m'inscrire pour aller suivre des cours.
mais il faut que ce soit accessible quand même. On n'est pas tant différents de nos élèves. On a besoin que ce soit applicable tout de suite pour que ce soit gratifiant, pour que ce soit pertinent. Bien, en tout cas, vous répondez à une question que j'ai sur ma liste, qui est est-ce que la recherche en éducation doit avoir des retombées immédiates? Donc là, on a une réponse pour vous. Pendant que je vous ai, je pense que je vais vous utiliser comme vice-doyenne à la recherche. On se demande justement comment arriver à diffuser la recherche auprès de vous. Comment on peut vous rejoindre? C'est sûr que, OK, vous diffusez chez nous, vous voulez? Mais comment on fait pour faire en sorte que, parce que vous avez dit, je pense que c'est toi, je pense, qui a dit, bien, il faut diffuser la recherche, Oui. comme la capsule vidéo, là, donc ça a donné le goût à des collègues. Mais comment on fait ça, nous? Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Puis justement, il y a eu, ça a eu, en tout cas, dans mon milieu, ça a eu des répercussions directes. Là. Il y a beaucoup de, j'ai eu justement des collègues, je parle beaucoup à mes collègues, mais dans une école de 1600 élèves, on a des fois de la difficulté de se croiser. Puis moi, je suis vraiment dans un raccoin, dans l'auditorium. Puis là, bien, les collègues me croisent. Puis, justement, moi aussi, je m'intéresse aux stratégies d'apprentissage. Donc, déjà, cette diffusion-là par les réseaux sociaux, ça a un impact. Sinon, Mme Nadeau l'a dit tantôt, les congrès, les colloques, ça, c'est un des meilleurs endroits pour diffuser de la recherche. C'est sûr que les gens qui vont dans les congrès et les colloques d'association, c'est déjà des gens qui s'intéressent à la formation continue, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui s'intéressent déjà à la recherche. Donc, s'ils côtoient déjà les universitaires, les gens qui font de la recherche, mais c'est déjà un bon milieu. Puis après, ces gens-là repartent dans leur milieu avec cette nouvelle information-là et ainsi de suite. Je ferais du pouce un peu sur la réponse. Nous, de notre côté, en éducation physique et à la santé, on a souvent la problématique que quand on va en formation, bien, on a des choses qui s'appliquent moins à notre domaine. Donc, si vous pouviez être là, justement, dans les congrès, dans les colloques, que ce soit dans les écoles directement aussi, quand on a des formations à l'interne, bien, d'être présent puis de peut-être venir nous présenter des recherches qui s'appliqueraient à notre milieu. Des fois, de regarder ce qu'on fait dans notre milieu pour voir, peut-être que telle recherche, ça s'appliquerait à ce milieu-là. Donc, je verrais de cette façon-là. Oui, bien, il y a comme deux idées que j'ai en tête. Là. Ça se peut que j'en oublie une entre-temps, mais l'aspect de raccoin. Bon, moi, dans une grande école, j'ai déjà été dans un raccoin. Et mon Dieu, que j'étais donc bien pas populaire. Personne venait me voir, j'avais pas de nouvelles de mes élèves, je savais rien. Puis là, oups, on change de locaux en plein milieu. Et là, bien, je connais tout de la vie de mes élèves, je sais donc bien de nouvelles, à être accessible. Puis pourquoi pas rentrer dans nos milieux? Pourquoi il faut mener une recherche pour aller dans l'école? Viens-t'en, Catherine, demain, c'est vendredi, t'es la bienvenue. Pourquoi on s'installe pas dans la salle des profs pour dire, hey, moi, je fais des recherches en lecture, avez-vous des questions? Je suis là pour vous, tu sais. Puis, deuxième point, il y en a qui font des super balados. Ça, c'est une autre manière intéressante, dont Catherine, sûrement vous aussi, je ne sais pas. Mais en lecture, en tout cas, c'est vraiment un beau moyen intéressant pour les enseignants qui reviennent là, de leur travail, sont en voiture, ils écoutent le petit balado. Ah, bien justement, ça me fait penser à ce que j'ai vécu tantôt. Donc, je crois qu'il faut être original. Ce n'est pas une mission facile, mais je pense que ça en est une bonne à essayer. Vous allez entendre parler de moi prochainement. Donc, il nous reste une période de questions. Donc, je ne sais pas si les gens dans la salle aimeraient poser des questions à nos panélistes. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'il y a un parent qui veut féliciter? Oui, félicitations, Gabrielle, ma fille. Mais en fait, la question que j'avais, je m'excuse, je me souviens plus de votre prénom. Olivier. Ou cher monsieur. Oui, alors vous avez parlé de gain. Tu sais, pour stimuler la recherche et tout, qu'il y ait un gain pour l'enseignant. Et là, il m'est venu une question. C'était, mais si c'est un gain pour l'élève, est-ce que ça devient un gain pour l'enseignant? Absolument. Étiez-vous Dans la enseignant, majorité vous? du temps, dans la majorité du temps, l'enseignant gagne à ce que ses élèves gagnent. On améliore notre relation, on améliore notre sentiment d'efficacité, on améliore énormément de choses. Le gain, justement, pour l'enseignant, c'est parce que sa vie, sa journée tourne autour de ses élèves. Un gain pour l'enseignant, c'est un gain pour l'élève et vice-versa. C'est implicite. Mais merci de demander à le clarifier. C'est parce qu'en recherche, ils deviennent des numéros. On n'a pas le droit d'associer leur nom. Moi, c'était pour l'éducation physique. Ça, en quoi les élèves là,
que vous allez inviter à s'entraîner ou bien à faire des éducations physiques pour que ça soit durable. C'est soit les éléments de base là, pour que lui, après, ils peuvent continuer dans leur vie sans aller au gym. Je vais être obligée d'utiliser les mots de mon collègue ici dans la salle. Je pense qu'il est important, on a parlé d'outils tout à l'heure, là, mais de faire en sorte que les élèves aient un bon coffre à outils rempli. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez été comme moi, puis vous avez vécu 3-4 sports, les mêmes sports à chaque année. Puis on veut leur amener une variété. On veut faire en sorte qu'ils développent vraiment plusieurs types d'intérêts pour après le reproduire. Donc, c'est sûr que si on a des choses qui vont être pour tous les types d'intérêts, on a plus de chances après qu'ils réutilisent dans leur quotidien comme adultes. Puis on veut aussi aller avec des éléments qui vont être faciles à réintégrer. Peut-être que ma partie de basketball avec mes amis est peut-être moins réutilisable que certaines choses que je vais faire dans le côté adopter un mode de vie sain et actif que je peux refaire moi-même. Donc, il y a des ajustements à penser en cours de route aussi. Mais quand ils sont seuls, quand ils sont seuls à la maison, puis, ils ne sont pas toujours motivés par des groupes, là. Quel est le chemin qu'ils vont prendre pour continuer? Je pense que comme adulte, même moi qui est enseignante en éducation physique, on n'est pas toujours motivé. Puis et ça nous arrive tous de trouver une excuse pour ne pas aller pratiquer de l'activité physique. Mais au final, s'ils comprennent l'impact que ça a sur leur santé, qu'ils vont être capables de le réintégrer parce que ça chemine. On parlait tantôt de semer une petite graine, puis tranquillement, ça fait son chemin. Bien, comme adulte, si on a eu une bonne base au début, bien, on va se rendre compte que OK, bien, on ne veut pas procrastiner, puis il faut le faire à un certain moment, puis on va l'intégrer de cette façon-là. Ça, c'est ce que j'ai le plus aimé, donc je vais le réutiliser par la suite. En tout cas, moi, ça fait 31 minutes que je devrais être au gym en ce moment. Peut-être il y a une recherche en ce moment qui est menée par une étudiante au doctorat, justement, pour voir comment, parce que dans les programmes de formation au collégial, il y a une compétence qui est intégrer les modes de vie à la santé, en tout cas, je ne sais pas trop. Et justement, elle essaie de voir comment au collégial, alors que les élèves passent seulement 2 années, comment on fait pour vraiment d'abord évaluer s'il va y avoir un changement durable des activités, des habitudes de vie saines, etc. Donc, votre question est tout à fait pertinente et il y a une étudiante au doctorat qui se pose la même question que vous. Oui. Allô, allô. Oui, en fait, ma question c'est plus une question en une, mais je pense que vous y avez répondu sans y répondre. C'était plus la question de votre recherche. C'était quoi la question initiale, là? On ne l'a pas entendu vraiment, donc j'étais curieuse. Puis de savoir un peu, tu sais, pour arriver à cette question-là, qui, je sais, se raffine avec le temps, il faut que ça soit précis. Là, il y a eu un cheminement puis un questionnement de base. Là, j'imagine c'est pour ça qu'on pousse la recherche aussi, mais je voulais entendre votre question de recherche, en fait. Pendant que je m'en souviens. Oh. La question est pour qui? Est-ce qu'elle est pour tout le monde? Oui. OK. C'est parce qu'il y a beaucoup de mots dans la mienne. On s'est fait apprendre que c'était ça des bonnes questions. Quels sont les effets d'un dispositif d'intervention orthopédagogique sur la capacité à faire des inférences et à comprendre chez les élèves de 11-12 ans? Mais moi, je suis plus sûre de ma question. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé que la recherche était comme la pierre angulaire en éducation. Puis au niveau des inférences puis la lecture, c'est un peu la même chose. Donc, l'habileté à inférer, c'est un petit peu une des pierres angulaires de la compréhension. Ça nous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus complète et approfondie d'un texte. Et puis, pour les élèves en difficulté, c'est certain que c'est un grand défi pour eux et ça se répercute jusque dans la compréhension des textes qu'on va mener en art dramatique dans différents projets. Donc, c'est partout. Et puis, il faut donner des outils aux orthopédagogues et il n'y en avait pas. Donc, c'était un gros défi que je me suis lancée et j'étais très bien accompagnée. Mais de mon côté, en fait, j'ai pas fait de recherche. Je suis plus le rat de laboratoire, en ce sens que je vais chercher plusieurs informations qui proviennent de la recherche et après, je les mets en application dans mon gymnase. Donc, de cette façon-là, je peux échanger avec les chercheurs puis faire en sorte d'utiliser plein de petites parcelles et non pas une recherche spécifique.
Ma question de recherche, je ne m'en souviens plus par cœur, mais ça ressemble à comment et en quoi les stratégies d'apprentissage efficaces et variées peuvent servir au développement de la compétence interprétée en art dramatique. Donc, en fait, moi, j'ai pris pour acquis que les stratégies d'apprentissage étaient déjà efficaces parce qu'ils avaient déjà été approuvés par d'autres disciplines ou même en art dramatique. Et après, je voulais savoir quels impacts il y avait sur mes élèves. Donc, j'ai développé mon cadre de recherche, puis j'ai fait ma recherche-action auprès de mes élèves. Puis là, mes élèves, j'ai vu que ces stratégies-là, ben non seulement je le voyais qu'elles étaient efficaces, mais aussi servaient à d'autres choses aussi. C'est ça que j'ai trouvé très fascinant dans ma recherche, c'est que les élèves, je vais donner un exemple assez concret, quand les élèves ressortent le schéma narratif d'une scène de théâtre, bien, souvent, ça les aide, oui, à comprendre, oui, à mémoriser par la suite, mais aussi, ça les aide à changer leur intention de jeu. Donc, déjà, quand on arrive à l'élément déclencheur, il y a une urgence qui arrive. Donc, voilà, c'est tout. La question a amené justement à avoir des belles découvertes comme ça. Dans mon cas, je me suis fait chicaner souvent pour une question de recherche trop large. Il a fallu l'affiner souvent. Mais c'est très intéressé autour de mes élèves. D'ailleurs, un des fondateurs de l'activité parascolaire où je suis très investi est dans la salle. Donc, c'était de mesurer l'impact sur les résultats scolaires, dans ce cas-là spécifiquement sur la maîtrise de l'électricité en secondaire 4. Mais c'était juste une première question. J'aimerais porter cette recherche-là sur tous les domaines pour mesurer l'impact dans le développement du jeune. Quand on parle justement de l'intérêt de l'élève, c'est une activité parascolaire multidisciplinaire. Il y a du jardinage à côté des poules, à côté du go-kart, des imprimantes 3D, des machines à coudre. Le jeune qui traverse le cadre de porte, quand il demande « Est-ce que je peux faire? » La réponse, c'est oui. Et après ça, j'essaie de mesurer l'impact de pouvoir être libre de faire, d'organiser son horaire, de s'embarquer dans ses propres projets, d'avoir ce sentiment-là, cette capacité-là de s'entreprendre et de traduire ça en qu'est-ce que ça fait comme différence dans leurs résultats scolaires. Ma collègue Françoise Armand de l'Université de Montréal, qui est maintenant retraitée, mais qui a été ma professeure dans le cours de séminaire de doctorat, aurait été fière de vous parce qu'elle disait toujours, quand il faut expliquer sa recherche, imaginez que vous parlez à votre boucher. Il faut que vous soyez capable d'expliquer de votre projet de recherche à votre boucher. Bravo. Une dernière question? Donc, juste pour la diffusion en fait, de résultats de recherche, moi, je trouve très intéressant l'initiative qui est faite par l'Institut des troubles d'apprentissage avec différents thèmes, en fait, et justement, en fait, ils vulgarisent pour les parents et les enseignants, avec souvent, en fait, applicabilité directe. Donc là, il y a eu la dernière, et je trouve intéressant, en fait, aussi, à la fois d'avoir l'option, en fait, participation, en fait, le jour même, avec questions, et la diffusion qui est faite pendant 30 jours, avec différents, même transcriptions, en fait. Donc, ce qui permet l'accessibilité même à des personnes qui sont allophones, qui parlent moyennement le français. Donc, il y a vraiment, en fait, je trouve que c'est cette modalité de diffusion de la recherche est vraiment intéressante. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour souligner. En fait, ça fait plusieurs fois, je vois, puis aussi bien, en fait, à différents niveaux. Donc, ils le font aussi bien pour la formation générale des adultes, les personnes en trouble d'apprentissage, la petite enfance. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme modalité. Merci. Donc, on va clore ce panel. Encore une fois, félicitations pour vos initiatives. Félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole à Annie Dubois, doyenne. Oups. Merci Isabelle. Olivier Laforêt, Geneviève Lanoux, Gabrielle Hivernoche, Viviane Saint-Germain. Bravo, merci. Je vous invite à les applaudir. Mesdames, Messieurs, voici ce qui met fin à notre événement. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie de votre présence attentive, de vos questions pertinentes. Merci à ceux et celles qui se sont joints à nous via le web, donc en virtuel. Pour les personnes qui sont dans la salle,
bande de chanceux. Je vous invite à rester avec nous pour poursuivre cette soirée autour de quelques bouchées en compagnie de nos lauréats, lauréates. Bonne soirée à tous et au plaisir de discuter avec vous.